Bienvenue pour cette deuxième escale littéraire organisée par Book Club le matin dans le cadre du programme Hors les murs du Salon du Livre. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Shafiq Shraibi et madame Kalima Shaqi pour la présentation du livre 453, L'avortement, le combat d'une vie. La modération sera modérée, ou la rencontre sera modérée par notre ami Aziz Bousta, que je remercie beaucoup, et je vous souhaite une excellente rencontre. La parole est à toi, cher ami Aziz. Merci Sidi Ali. Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous être déplacés pour cette présentation du livre présenté par mon ami, donc 453, L'avortement, le combat d'une vie, écrit par la professeure Kalima Sharqi, écrit par, pour et avec, et sur Shafiq Shraibi. Alors pour cette question d'avortement, je ne veux pas monopoliser longtemps la parole, je suis là pour la distribuer, pas pour la monopoliser. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que pour faire le tour de la question de l'avortement au Maroc, la question ô combien problématique, controversée et polémique de l'avortement au Maroc, c'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de faire des centaines et des milliers de pages. En 90 pages, à peu près, Madame Sharqi et Shraibi ont fait le tour de la question d'une manière exhaustive. Il faut le faire en 90 pages, ça se lit vite, bien, et on a véritablement une vision d'ensemble, une vision globale de ce qu'est l'avortement, la question de l'avortement, la problématique dans ce pays, pourquoi l'avortement, pourquoi est-on pour, pourquoi est-on contre, pourquoi est-on les deux, pourquoi on passe d'un côté à l'autre, avoir tracé donc toutes les facettes du débat sur l'avortement, aussi bien la sociale que la sociétale, que la médicale, l'aspect pénal, l'aspect politique, tous les aspects ont été passés en revue avec des faits, avec des chiffres, avec des références, avec un benchmark dans le international, ce qui se passe dans le monde. Et ce qui est intéressant aussi au niveau littéraire, c'est que en 90 pages, les auteurs sont arrivés à combiner 3 genres littéraires: l'entretien, question-réponse, puis les commentaires du professeur Shraibi sur ses propres réponses, et puis le narratif, la rédaction par la professeure Sharqi aussi sur ces questions qui ont été faites. Alors, être gynécologue, c'est une vocation. Petite digression personnelle, si vous me le permettez. Question personnelle, j'ai 3 enfants, j'ai assisté aux 3 accouchements. Alors, au-delà de l'émotion, de voir arriver à venir à la vie son propre enfant, il m'a été donné de voir les 3 équipes médicales, comment elles étaient concentrées, fermes, heureuses, et puis ce bonheur, ce soulagement à la naissance, au jaillissement du premier cri du nourrisson, à la vue de la première troubicha du nourrisson, je sais pas comment on dit troubicha en français, et je comprends pourquoi les gynécologues, je pense que tu vas le confirmer, si Shafiq, ont traversé leur vie professionnelle en sifflant. Alors, comment on va organiser ce débat? Vingtaine de minutes, discussion avec les auteurs. Une vingtaine de minutes après, on va pas se prendre la tête avec le temps, mais on va quand même essayer de faire en sorte de tenir les délais. La parole sera donc à la très aimable assistance, à laquelle il sera demandé d'intervenir, d'apporter son jugement, son commentaire, ses questions sans passion. Parce qu'il est très difficile de parler de l'avortement sans passion. Quand on est pour, on est passionné. Quand on est contre, on est passionné. Alors donc, on passe à la première partie du débat avec professeur Kalima Sharqi, qui n'est pas médecin, mais qui est électrochimiste. Tiens, qu'on dit électrochimiste. Et voilà, et on dit auteur ou la autrice? Moi, j'aime pas l'écriture inclusive, donc on peut dire auteur ou auteur avec E à la limite. Donc auteur d'un livre elle-même qui a été publié donc en 2020 à l'édition 11 et qui s'appelle Les Inconsolés. Et ce que tu dis sur le livre, un devoir de mémoire en faveur de ces femmes ayant souffert sans jamais être reconnues comme victimes et qui, à ce titre, sont inconsolées. Donc, en la matière, tu en connais un rayon. Et donc, première question sur le livre qui est, j'ai omis de cette précision ô combien importante, préfacée par Leila Slimani, militante aussi du droit à l'avortement. Première question, pourquoi avoir accepté d'écrire ce livre? Question bateau, mais j'aimerais entendre la réponse de ta bouche.
crois que mon micro il marche pas. Ok. Alors, j'ai accepté de faire ce livre pour deux raisons. D'abord parce que je suis une femme et que j'ai vécu une femme marocaine et que j'ai vécu moi-même des discriminations au sein de cette société et que même si j'ai pas vécu, j'ai assisté à des drames devant moi, donc je me devais de prendre la parole et de m'engager pour les droits des femmes. D'ailleurs, je comprends pas comment on peut vivre au Maroc en tant que femme et ne pas être féministe. Ça, c'est une question que je poserai aux femmes et que je voudrais qu'elles me répondent. Tant que nous vivons dans des discriminations, tant qu'on n'a pas l'égalité des droits, toute femme marocaine devrait militer pour obtenir ses droits. Ça, c'est pour la première question. Première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai réagi en tant que scientifique. Et en tant que scientifique, bien sûr, moi je suis pour tout progrès scientifique, surtout lorsque celui-ci est mis au profit des hommes et de la santé des hommes. Et je me dis que, à l'heure d'aujourd'hui, on a, même le Marocain, il est friand de toutes les technologies médicales, de toutes les analyses médicales, de toutes les avancées médicales, mais dès lors qu'il s'agit de l'avortement, là, on coince. Et je me demande pourquoi, quelle est cette raison, pourquoi la médecine ne met pas à profit ces avancées pour la prise en charge, une meilleure prise en charge de la santé des femmes. Ça, c'est la première question. Et ce qui m'a le plus interpellée, c'est quand j'ai lu la loi concernant l'avortement, et surtout lorsque, par exemple, le fœtus présente une anomalie fœtale. Il y a des analyses maintenant très poussées, biologiques, radiologiques, qui permettent de poser un diagnostic avec pratiquement une 100% certitude. Et une fois qu'on a posé ce diagnostic, on dit au revoir madame, on vous laisse avec votre chagrin, votre peine, et on peut rien faire pour vous. Et ça, je trouve que c'est mettre le médecin lui-même face à une situation où il ne peut pas aider sa patiente, et on accule les femmes à avoir des grossesses non désirées. Et ça, je trouve que c'est inconcevable. Moi, en tant que femme, je réagis d'abord en tant que femme. C'est pour ça que peut-être qu'on en reviendra, j'ai une position un peu plus avancée, un peu plus extrême que le professeur Charaibi, c'est-à-dire la santé des femmes, oui, mais l'avortement, ça doit être une décision prise par la femme. Elle a le droit de disposer de son corps, quelles que soient les raisons, médicales ou pas. Ce choix ne doit pas être débattu. Et si nous, on ne sait pas, elle sait pourquoi elle ne veut pas garder cet enfant. Merci, professeur Charqui. C'est un vaste programme sur ce fameux droit à disposer de son corps. C'est pas moi qui dis ça, c'est le professeur L'Héritier, l'anthropologue française, qui disait que la source du problème de l'inégalité, c'était justement ce droit à disposer de son corps. Loin de moi l'idée de ne pas défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, mais bon, peut-être que les hommes ne disposant pas eux-mêmes de la faculté de faire des enfants, peut-être qu'il va falloir trouver un équilibre entre les deux dans le respect de chacun. Les hommes qui étaient enceints, on ne serait pas là aujourd'hui. Le problème, il y a longtemps qu'il serait résolu. C'est que ça manque beaucoup de réflexion, Karima. Alors, question à toi, c'est Chafir. Tu es retraité, très jeune retraité d'ailleurs, on voit bien, tu as traversé tes 30 ans, 35 ans de métier, entre la maternité, entre l'université, dans la difficulté et l'adversité aussi. Et voilà qu'il y a ce bouquin que tu coécris. Alors c'est une prolongation, une perpétuation, une autre forme de ta lutte pour l'avortement. Bien, je voudrais d'abord remercier tous mes amis d'être là pour la présentation de ce petit livre. Et je voudrais aussi te remercier, toi Aziz, de t'être déplacé de Casablanca spécialement pour modérer cette séance sur justement ce bouquin qui est le 453. Tout le monde va se poser la question pourquoi 453 et donc l'avortement. Et 453, c'est l'article de loi pour lequel je milite depuis des décennies. Pour justement, c'est le seul article que je demande à ce qu'il soit amendé, à ce qu'il soit modifié, parce que c'est le seul article
dans le code pénal marocain, parce que depuis l'article 449 jusqu'à 457, ça ne fait que punir l'avortement. Il n'y a que le 453 qui, lui, donne le droit à l'avortement. Il dit l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Et la santé de la femme est pas seulement la santé physique, comme c'est compris par tout le monde, mais c'est une santé telle que le définit l'OMS, c'est une santé physique, psychologique et sociale. Donc quand une femme est menacée dans une de ces trois composantes, il faut qu'on ait le droit de lui faire un avortement dans les règles de l'art. Parce que de toute manière, une personne qui a une grossesse fortement non désirée va de toute manière aller, qu'il y ait loi ou pas, et d'ailleurs je dis toujours, trop de lois tue la loi, qu'il y ait loi ou pas, elle va aller se faire avorter de façon clandestine. Et clandestine veut dire que ça ne sera pas fait dans les règles de l'art de la médecine, et donc elle s'expose à des complications gravissimes, voire mortelles. Donc, c'est pour cela que je voulais que ce livre soit intitulé le 453, parce que c'est l'article sur lequel il faut qu'on travaille. Je voudrais revenir sur le contexte, comment je me retrouve avec Karima Sharqi à coécrire ce livre. Il m'a été offert son livre qui s'appelle Les Inconsolés par ma fille, qui est là, et qui elle-même est une grande féministe. Et Les Inconsolés, effectivement, retracent tout ce que subit la femme marocaine dans ce pays. Tous les drames qu'elle subit, véritablement. Elle me l'a offert, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, donc je ne connaissais pas Karima Sharqi, je l'ai contacté, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire avec moi quelque chose sur l'avortement? Sans hésitation, elle a dit OK, et donc nous nous sommes revus, retrouvés plusieurs fois, à plusieurs reprises, et donc nous avons fait des débats tous les deux. Elle a sa position, moi j'ai la mienne, effectivement. Elle a sa position, elle est beaucoup plus avancée dans... Je le suis aussi, mais je ne le dis pas, je ne peux pas le dire. Moi, je vais avec la société. Nous sommes en train de vivre dans une société qui est encore conservatrice. C'est une société qui continue à penser justement que c'est haram, alors qu'il y a énormément de choses que les gens ne savent pas et que véritablement, il faut qu'on y réfléchisse réellement. Moi, j'y vais crescendo. Je ne veux pas, du coup, mettre le pied dans la mare et dire « Oui, avortement pour tout le monde, on n'en parle pas ». Non, je sais qu'on va me tirer dessus. Mais, moi, je suis médecin et je passe par le volet santé. Moi, je veux préserver la santé de la femme. Je ne veux pas que des femmes meurent. Vous avez vu, ne serait-ce que cette année, combien de jeunes filles sont mortes à cause de l'avortement clandestin, parce qu'elles ont été le faire en dehors d'un milieu médical. Elles ont été le faire par des charlatans ou par des faiseuses d'anges ou par n'importe qui, et qui finalement sont mortes. Il y a encore, à ce moment, il y a des médecins qui pratiquent l'avortement, certes, mais ça sauve des vies malgré tout. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, en ce moment, il y a un médecin qui vient d'être arrêté à Meknes, il est en prison, il a 73 ans. Il a eu le tort ou le courage, je ne sais pas quoi dire, de faire cet avortement. Et il se trouve maintenant en prison. Et c'est pas le seul. 76 personnes actuellement sont de toute manière, ils sont poursuivis en justice pour soit qu'ils soient incarcérés, soit au moins poursuivis en justice pour l'avortement. C'est vraiment dramatique et c'est malheureux. Donc je ne veux pas prendre la parole pendant longtemps, mais certainement il y aura des questions parce que je voudrais vraiment que tout le monde soit sensibilisé. Nous avons fait des centaines de conférences pour justement sensibiliser la société à ce drame, à cette problématique de grossesse non désirée. La grossesse non désirée, n'importe qui peut y tomber dedans. On peut même prendre, imaginez-vous, on peut même prendre toutes les méthodes de contraception possibles. On peut même faire une ligature de trompe et pourtant tomber enceinte. Pilule, on tombe enceinte.
stérilée en tombant enceinte, injectable en tombant enceinte, avec n'importe quel... Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette femme? Ou bien celles qui sont violées, etc., etc. Je sais bien que tu es intarissable, c'est une passion. Professeur Chaudry aussi, certainement. Donc moi, j'aurais peut-être, au lieu de mettre 453, mettre ces chiffres, 250 000 avortements clandestins par an. 300 000 même avortements clandestins par an. Et encore, j'ai pas tout calculé, j'ai pas compté les week-ends. 300 000 avortements clandestins par an, 50 000 enfants nés hors mariage, à ce qu'on sait, d'après Aïcha Chenna, 24 nourrissons jetés, trouvés dans la rue, ce qui fait à peu près 9 000, on va dire 10 000 par an. Avec tous ces chiffres, professeur, pourquoi la classe politique ne change pas, ne bouge pas? Et pourquoi surtout la société n'est pas interpellée par ça? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Des centaines. Si on met, excuse-moi, si on prend la base de 300 000 avortements clandestins par an, en supposant que la dame qui se fait avorter cette année ne va pas forcément le faire l'année prochaine, si on fait le cumul, on est sur des millions. Et ça fait bouger personne. Absolument. Déjà, et on en parle dans le Je vais livre. vous demander à tous les deux des réponses courtes, s'il vous plaît, parce qu'après, il y a les questions. Oui, écoutez, moi, en tant que scientifique, quand j'entends ces statistiques, je voudrais qu'elles soient confirmées ou infirmées par le ministre de tutelle, à savoir le ministre de la Santé, doit publier ces statistiques et en informer la population. Peut-être ils n'ont pas fait leur travail correctement pour pouvoir informer et dire quels sont les chiffres réels. Même si, dans le cas de l'avortement clandestin, quand c'est clandestin, on peut pas savoir. Mais on peut quand même, dans certains pays, ils arrivent à estimer, en estimant les conséquences, pas les nombres d'avortements clandestins, les conséquences des avortements clandestins, c'est-à-dire les femmes qui arrivent à la maternité ou dans des hôpitaux avec des conséquences dues à un avortement clandestin. Ça, ils peuvent le chiffrer, ils peuvent l'estimer. Et peut-être multiplier par 2 ou 3 le chiffre pour avoir... Mais déjà, le ministère de tutelle doit communiquer les statistiques et informer la population de l'ampleur du fléau. Tant que ce n'est pas fait, c'est-à-dire que nous, voilà, vous êtes au courant, on est dans un pays où tant que... Ça, oui, on est mais sur des ils millions le font. de personnes. C'est justement, il faut des statistiques sérieuses et des gens qui communiquent sur ces statistiques afin d'avertir et d'alarmer la population. Pas du tout, parce que ça démontrerait justement l'ampleur du problème. Mais ils sont dans le déni total. On sait qu'il y a des avortements, mais alors de manière par centaines par jour. Donc, mais ils sont dans le déni. Malheureusement, on ne peut pas faire une étude, avoir des chiffres précis, c'est certain. Nous avons fait une étude, c'était en 2012 ou 2011, justement, qui est arrivé d'ailleurs, c'était le chiffre de l'année. Tous les journaux en parlaient, 600 à 800 avortements par jour au Maroc. Ça, c'était l'étude que l'AMLAC, l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, avait annoncée. Nous avons fait une étude que nous avons extrapolée entre Rabat et Salé. Et à partir de là, nous avons trouvé qu'il y avait au moins une 50aine d'avortements par jour entre Rabat et Salé. Et à partir de là, nous avons extrapolé sur les autres villes du Maroc, ce qui nous a mis à peu près au moins à 600, 700, 800 avortements par jour. Il y a une solution qui n'a pas été retenue, qui a été acceptée au Maroc pendant quelques années, c'est la pilule abortive. C'est bien la pilule du lendemain, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. La pilule du lendemain et la pilule abortive, justement, tu as bien fait d'en parler. La pilule du lendemain, c'est complètement, et ça c'est très important de savoir que la pilule du lendemain, c'est quelque chose de non abortif. C'est une pilule que l'on prend suite à un rapport non protégé et qui peut alors éviter une grossesse. Elle va éviter parce qu'elle va arrêter instantanément l'ovulation. Si la femme n'a pas encore ovulé, elle ne va pas ovuler, donc elle ne risque pas de tomber enceinte. Ça, c'est très bien. Une personne qui a eu un rapport qui n'était pas programmé, ou bien une personne qui a eu un viol. Imaginez la petite fille de Midelt, qui, elle a été... non, même pas celle de Midelt, il y a celle dernièrement de Remisset, de Tiflet, dernièrement, qui a été violée, où les violeurs ont été condamnés à 2 ans, puis à 20 ans de prison. Mais elle a été violée.
elle a subi le viol, elle a aussi subi une grossesse et elle a subi un accouchement à l'âge de 13 ou 14 ans. Si on lui avait donné la pilule du lendemain, elle serait... Mais la pilule du lendemain, elle est vendue... La pilule du lendemain, déjà, je dis qu'elle est vendue en pharmacie librement, sans ordonnance. La pilule abortive, elle est interdite au Maroc. On l'avait faite rentrer au Maroc, c'est pas pour dans un but abortif, mais dans un but parce que, et ça c'est très important, parce que c'est le cytotex, le misoprostol, qui est un médicament qui contracte l'utérus et qui permet alors, parce que nous avions un taux de mortalité maternelle qui était à 332 pour 100 000 naissances. Quand on a fait rentrer ce misoprostol, nous avons baissé la mortalité de 3/4. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes à 50 décès maternels pour 100 000 naissances. Elle a été interdite grâce en au 2018. misoprostol. Non, en 2012, d'ailleurs, je le dis dans le livre, parce que je rends hommage à Madame Yasmine Abadou, qui était ministre dans le temps. C'était la ministre de la Santé dans le temps, elle avait fait rentrer le misoprostol, qui a fait réduire la mortalité maternelle. Mais ce misoprostol, il est aussi utilisé pour l'avortement, puisqu'il contracte l'utérus. Donc, il y a eu, bien sûr, des déviations. Il a été, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait le ministère? Il a carrément arrêté des pharmacies, il l'a arrêté. Ils ont trouvé un autre médicament, qui est encore un médicament qui était utilisé. Alors, on y reviendra. Si Jafer, si tu permets. Donc, dernière question avant d'ouvrir la discussion. Vous apportez tous les deux dans votre livre des chiffres, encore des chiffres, parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant. C'est l'Institut Guttmacher, hein. C'est allemand, ça, je crois. Oui, voilà, mondial. Des chiffres qui sont absolument extraordinaires. Dans les pays qui autorisent l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, il y a 37 IVG sur 1000 personnes. Dans les pays qui l'interdisent, c'est 34 pour 1000. C'est à peu près pareil. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a autorisation d'avortement que les avortements vont exploser. Mais pour autant, nous avons deux pays musulmans que sont la Tunisie, que sont la Turquie, où l'avortement est légal. Et pourtant, c'est sur papier, n'est-ce pas, la kalima? C'est-à-dire, non, mais est-ce que c'est véritablement, ma question, c'est que malgré ces chiffres-là, malgré le fait que ce soit autorisé, que ce soit légal en Tunisie, est-ce que ça se fait? D'après ce qu'il y a dans le livre, d'après ce que... en charge par la sécurité sociale. Il y a des résistances, en fait. Non, en fait, pour la Turquie, c'est légal, puisque c'est effectivement il y a l'accès à l'avortement. Simplement, lorsque Tayyip Erdogan a parlé en son nom, disant qu'il était contre, et que les institutions publiques n'allaient plus prendre en charge les avortements, l'accès à l'avortement, eh bien les gens pensent que cette loi, ils sont revenus. Mais non, c'est juste Erdogan qui était contre, qui a donné son avis, mais en tant que président, il n'a pas changé la loi, parce qu'il ne peut pas changer la loi. Mais les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas accès à l'avortement. Et c'est ça, c'est un petit peu ça, c'est la non-information des femmes sur leurs droits à la santé. Et je pense que même si, il y a des gens qui pensaient que, et on en a parlé avec le professeur Charibi, que il y a quelques années, l'avortement était totalement légal lorsqu'il s'agissait d'un couple marié. C'est-à-dire, ça se faisait tellement que c'était naturel avec l'autorisation du mari que les gens pensaient que c'était légal. Alors que, en fait, ça ne l'est pas du tout. C'était juste que les médecins le faisaient parce que, bien sûr, avec l'accord du mari, mais la loi n'a jamais changé. Elle a toujours été contre. C'est Jafer? Oui, malheureusement, nous sommes un des pays les plus restrictifs en matière d'avortement. Parce que, je ne sais pas, moi je ne comprends pas qu'on puisse laisser les bars ouverts, les casinos ouverts, des choses qui font mal à la population, qui font mal aux gens, alors que sauver des vies de personnes qui sont en détresse de grossesse non désirée et ne pas l'accepter, ça c'est quelque chose de complètement aberrant, véritablement. Et je voudrais dire également que il n'y a pas que la Tunisie ou la Turquie, mais il y a beaucoup d'autres pays. Il y a le Bahreïn aussi qui a ouvert. J'ai eu l'occasion d'assister il y a 4 ans à Dakar, un séminaire sur l'avortement. Il y avait dans le temps que 2 pays africains qui étaient justement la Tunisie et l'Afrique du Sud, où c'était complètement libre. Aujourd'hui, il y en a au moins
8 pays. Il y a le Cap-Vert qui a complètement libéralisé. Il y a le Bénin qui a complètement libéralisé. Il y a le Botswana qui a complètement libéralisé. Il y a plusieurs pays. Ils ont travaillé en 4 ans et ils n'ont pas trouvé le choix. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on arrive. Nous, ça fait des décennies que nous sommes en train de... On s'est dit qu'il y avait un gouvernement qui était un gouvernement conservateur, etc., et qu'il ne voulait pas. Finalement, et il y a eu même, comme vous le savez, il y a eu, Sa Majesté lui-même a intervenu et il y a eu un débat national en 2015 pour ça et un projet de loi avait été adopté en 2016 et qui, hop, il est rentré dans le Parlement, on n'en entend plus parler. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement beaucoup plus libéral qui est en train de, on s'est dit que ça allait venir, mais maintenant ça fait 1 an et demi que ça ne vient toujours pas. Je voudrais parler de ce livre que j'ai coécrit avec mes amis Asma Mrabad, Dres Benhima, Yasmina Badou, Jalil Abbas Tarji, Khadija Al-Amrani, M. Mohamed Gaizi, Monique El-Griché et moi-même. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui est Liberté fondamentale au Maroc, proposition de réforme. Nous proposons des réformes pour toutes sortes de libertés fondamentales en nous appuyant sur ce que disent les théologiens, ce que disent chaque chose, chaque réforme que nous proposons, nous avons consulté les théologiens, nous avons consulté les gens dans le domaine et nous avons fait des propositions de réforme suite au discours de Sa Majesté de juillet 2022 où il demandait que le code de la famille devait être revu et devait être rediscuté, que devait être réformé. Eh ben, nous avons fait, et je vous invite à lire ce livre qui est très, très, très intéressant en matière de liberté fondamentale. En fait, dans ce pays, le problème qui semble exister, c'est que nous avons des structures à 2 étages entre une classe politique qui a les yeux sur les élections et sur les urnes, et donc qui a peur d'une société qui est conservatrice et qui est résistante, parce que même, j'étais chercher, je suis un bon élève, j'ai pas lu que votre bouquin, j'ai été chercher en Turquie et en Tunisie, il y a de la résistance, il y a beaucoup de résistance sociale, au niveau des médecins du public, au niveau des médecins du privé, et donc nous avons cet écart entre cette société politique et la société civile qui, elle, peut être convaincue, mais qui peut-être manque de militantisme, ou peut-être manque d'action, peut-être manque de niaque, ou de courage, tout simplement, et que donc c'est une question de temps, mais s'il y a l'académie, on va ouvrir les questions à l'Assemblée, à la nombreuse assistance, pour des commentaires courts, pour des questions courtes, pour des points de vue aussi courts. Bonsoir. Il y a eu beaucoup de travail, mais je voudrais aujourd'hui savoir où vous en êtes. Est-ce que vous allez reprendre le dossier malgré tout ce que vous nous avez expliqué au Parlement, les différents gouvernements? Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'avait pas besoin d'aide, c'est-à-dire des associations de femmes et même d'hommes, pour vous aider à redéposer le dossier et que nous soyons tous ensemble pour faire valoir cette affaire d'avortement qui est très importante pour la femme et même pour la société? Oui, si je peux répondre, vous avez absolument raison, bien entendu, que nous demandons, bon maintenant, il y a plusieurs associations féministes qui travaillent sur la question de l'avortement, sur d'autres questions, et notamment la question d'avortement. Et nous sommes dans une coalition qui est le Printemps de la Dignité, par exemple, qui comprend plusieurs associations féministes qui travaillent là-dessus. Mais en ce moment, plus que jamais, plusieurs personnes, d'abord, tous les partis politiques qui avant étaient très timides sur la question, maintenant ils sont tous disent ouvertement qu'ils sont en train de travailler sur la question, pas seulement de l'avortement, mais de toutes les libertés fondamentales. Donc c'est très bien. Je pense qu'on va pondre quelque chose très vite, que le gouvernement va pondre quelque chose très très bientôt. En tous les cas, je reste très optimiste. Voilà. Autre question? Ça m'étonne, ça, qu'il n'y ait aucune question. Ça m'étonnait aussi. Bonsoir. Bonsoir à Madame
Karima, professeur Shraibi, merci pour cette opportunité. Je me présente Badia Arghaï. Je suis aussi membre de AMLAC, du bureau exécutif de AMLAC, et ce combat qui date depuis très très longtemps. Donc déjà moi, je l'ai connu, je l'ai un peu vécu quand j'étais encore au centre Lamrim aux années 90, et nous avons vécu de tristes constats avec l'arrivée par jour de bébés abandonnés, que ce soit au niveau de la maternité. Et c'est là où j'ai rencontré et connaître le professeur, et là c'était aberrant. Aujourd'hui, c'est pas une question que je pose, ou c'est plus mêler encore plus la société civile, je pense, avec la sensibilisation au quotidien. C'est vrai, nous faisons souvent de très grandes, c'est-à-dire démarches, que ce soit au niveau du débat national qui a eu lieu en 2015, ou avec tout sitting, tout moment là où c'était les crescendo qu'a connu l'association, mais nous devons continuer, je pense, et mêler encore plus la société civile, quitte à aller peut-être faire une pétition ou faire signer et regarder d'où vient le blocage, ou d'où vient c'est-à-dire cet arrêt, parce que on sent que tout le monde est avec nous, mais personne ne fait le pas. Nous avons des promesses, on n'a pas cessé d'avoir des promesses, et tout le monde est ouvert, c'est-à-dire surtout avec ce gouvernement libéral, comme dit le professeur, mais le concret ne vient pas. Alors je pense que encore on continuera ce débat, et nous sommes toujours avec Shafek, avec les droits de la femme, le droit à la liberté individuelle, et surtout ce droit à la liberté du corps qui appartient à la femme. Merci. Merci. Un commentaire, Karima? Pas du tout, mais je voulais juste rappeler que, parce qu'on attend, et la société, on a dit, oh, il faut que les mentalités évoluent, il faut attendre encore un petit peu. Mais je suis désolée, je suis de ceux qui pensent que ce sont les lois qui changent les mentalités et non pas l'inverse. Et il faut pas attendre que 100%, vous n'aurez jamais l'unanimité pour une loi, ça n'existe pas, c'est une utopie. Et justement, les gens qui maintenant on a fait un nouveau modèle de développement économique, c'est très bien, j'applaudis et c'est extraordinaire, mais tant que pour les politiques, et ça je parle des politiques, tant que l'humain n'est pas au centre de leurs préoccupations, tant que la femme n'a pas obtenu ses droits et surtout l'accès à la santé, et tant qu'il tolère, parce qu'il tolère ses victimes, je pense que ce nouveau modèle de développement économique, il va atteindre ses limites. Il faut penser à l'humain, et à l'humain d'abord, parce que c'est lui qui fait avancer l'économie et non pas l'inverse. Pourquoi il y a blocage? Pourquoi il y a blocage? Moi, je pensais effectivement que c'était l'ancien gouvernement conservateur qui voulait pas faire passer. Eh ben, j'étais surpris d'apprendre que c'était pas vrai, parce que vous savez, comme j'ai dit, il y a eu intervention de Sa Majesté en 2015. En 2016, il y a eu un projet de loi qui a été adopté en Conseil de gouvernement qui autorisait l'avortement dans 4 situations qui sont le viol, l'inceste, les malformations fœtales et les femmes ayant un handicap mental. Et ce projet de loi est passé au Parlement pour qu'il soit discuté en commission et enfin qu'il puisse sortir en exécution. Et malheureusement, rien. On a eu rien du tout jusqu'à 2018 où j'interpelle le Premier ministre qui était Saadine Othmani, où il me répond par courrier disant non, le projet est en cours, il est en cours de discussion. 2019, rien. Nous avons fait, Madame Rara était avec nous et d'autres personnes étaient avec nous, un sit-in en face du Parlement pour encore manifester pourquoi le projet n'est toujours pas sorti. Et puis tout de suite après, alors en décembre 2019, on nous dit ça y est, ça a été discuté, c'est bon, c'est terminé. Puis il y a eu le Covid qui est arrivé en janvier 2020, au début de janvier 2020, et puis plus rien. Et finalement,
moi j'ai compris parce que il y a eu au décès de cette petite fille de Middelt, j'ai été interrogé par France 24 aux informations. Ils ont dit pourquoi le projet tarde à venir. Moi, je pensais que c'était à cause du parti conservateur qui était le PJD. Tout de suite après, Saadé Latchmani, tout de suite après mon intervention en direct sur France 24, Saadé Latchmani qui m'appelle, qui me dit « Mais c'est pas vrai ce que vous dites, du tout. Comment pouvez-vous penser que le projet était porté... » Moi, j'étais chef de gouvernement. Et le projet était porté par notre ministre de la Justice, qui était Ramid de notre parti. Et c'est nous qui portions le projet. Et ce n'est pas à cause de ça que ça a été bloqué. Ça a été bloqué parce que malheureusement, le projet a été introduit dans tout l'amendement du code pénal marocain. Plusieurs articles du code pénal marocain, pas seulement l'avortement. Ce qu'ils disent en général, pour tous les projets de loi qui doivent évoluer. Non, c'est vrai, parce que je me suis renseigné au niveau des commissions de la justice qui ont travaillé sur ça, sur la refonte du code pénal, et m'ont dit qu'effectivement, plusieurs articles du code pénal devaient être discutés, et que finalement, ça a bloqué sur un article. C'est ce qu'il m'a expliqué. M. Saadé Latchmani lui-même m'a dit que ça a été bloqué sur le Fasad al-Mali, un article qui a bloqué, et finalement, c'était la loi du tout ou rien, soit qu'on fait tout passer, soit qu'on ne fait rien passer, et c'est pour cela que, finalement, c'est pas encore passé. Je suis naïf, et j'y crois. Non, c'est ce que je disais, c'est la solution de facilité, parce que c'est ces fameux articles sur l'enrichissement illicite qui bloquent tout. Quand on parle des libertés individuelles, 489, 10 et 11, c'est l'enrichissement illicite qui bloque tout. Quand on parle de n'importe quel article sur n'importe quoi, c'est toujours l'enrichissement illicite qui bloque tout. Donc, là qu'il a bon dos, l'enrichissement illicite, ce qui est d'ailleurs enfin ça c'est un autre problème. Alors, je vais lire un passage qui aurait été risible et comique s'il n'avait été dramatique. C'est toi qui parles. Plus récemment, j'avais rendez-vous avec le ministre de la Justice actuel, M. Ouebi, là, il en passant, et j'ai demandé au président du Conseil de l'Ordre des médecins et au président de la Société royale de gynécologie et d'obstétrique de m'accompagner. Ils ont accepté, mais aucun d'entre eux ne s'est présenté au rendez-vous le jour J. C'est malheureux, absolument, parce que c'était justement lors d'une émission avec vous, c'est Aziz, je crois que c'était le débrief, l'émission sur Midi 1 TV, et c'est vous qui m'avez interpellé, me disant que pensent vos pères, est-ce qu'ils vous soutiennent? Je lui dis ah tiens c'est une bonne chose. Je vais bientôt voir le président du Conseil national de l'ordre des médecins et je vais voir aussi le président de la société savante qui nous représente nous gynécologues, qui est la Société royale marocaine de gynécologie obstétrique. On avait un congrès à Djadida, je les rencontre, je leur dis mardi prochain j'ai rendez-vous avec Monsieur Ouavi, je voudrais que vous veniez avec moi pour me soutenir, pour lui dire oui nous avons un problème avec l'avortement et il faut absolument que... Eh ben, ok, très bien. Le jour J, j'appelle, personne ne répond. J'envoie des messages, personne ne répond. Et véritablement, c'est vrai qu'il, malheureusement, Madame a demandé est-ce qu'il y a des soutiens des associations féministes, est-ce qu'il y a des soutiens de la société civile, est-ce qu'il y a des soutiens de nos confrères? Certains oui, mais la majorité n'osent pas se prononcer parce qu'ils ont peur de se faire étiqueter comme avorteurs. Moi, je vous le dis, je ne veux pas faire d'avortement. Tous les jours, je reçois des messages dans mon téléphone. Monsieur, sauvez-nous, on veut faire avortement. Je leur dis, écoutez, vous tapez à la mauvaise porte. Je suis président de l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Moi, je voudrais libéraliser l'avortement. Je voudrais qu'il soit fait à ciel ouvert, dans les bonnes conditions de la médecine. Mais si j'encourage la clandestinité, ça n'en finira jamais. Donc voilà, il faut que véritablement que l'avortement soit fait par des médecins dans un bureau, dans une clinique, dans un bloc opératoire, avec une asepsie, avec une anesthésie, avec tout et par un spécialiste, médecin spécialiste. Parce que quand on voit la mortalité ou la morbidité en rapport avec l'avortement entre les pays où c'est légal ou les pays où c'est illégal, eh ben on voit qu'elle est multipliée par 100 par rapport à d'autres pays. Les pays où l'avortement est légalisé, les pays avancés, déjà le taux de mortalité chez eux, maternel, il est seulement de 5 pour 100 000.
Nous, on était à 332, maintenant nous sommes à 50 pour 100 000. Et l'avortement est responsable de 13% de cette mortalité. 13% de la mortalité maternelle est due à l'avortement. Dans ces pays-là, étant donné que l'avortement est libre, qu'il est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de mortalité en rapport avec l'avortement parce qu'il est bien fait. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi on se ferme les yeux sur des questions de santé maternelle. Moi, je milite pour la santé, parce que je sais que si je dis le choix du corps, ça ne passera pas encore dans notre pays, malheureusement, parce que il y a encore une catégorie sociale qui, elle, pense autrement, différemment de nous. Je comprends, je respecte. C'est pour cela que je dis qu'il faut les sensibiliser, il faut qu'ils comprennent. Et puis je me dis, je passe par le volet santé, c'est l'article 453, volet santé. À ce moment-là, il n'y a rien à redire. Le théologien ou le ne pourra jamais dire, là, tu peux pas. J'ai dit, écoutez, moi, j'interviens pas dans la religion, j'interviens pas dans vos fatwas, mais vous ne pouvez pas intervenir dans la santé. La santé, c'est moi qui m'en charge. Vous vous chargez du côté religieux et du côté, et chacun fait son boulot. Voilà. Je voudrais juste intervenir sur la notion de disposer de son corps. Moi, je pense qu'après la période du Covid, les anti-vax, quand je les ai vus défiler en disant ma liberté, mon corps, et des femmes voilées qui réclamaient la liberté sur le droit de disposer de son corps, je crois que c'était à ce moment-là qu'il fallait demander l'amendement de l'article 453. Quand ils ont compris que leur corps leur appartenait et qu'ils avaient le droit de refuser le vaccin, c'était tout à fait leur droit. Et franchement, je me suis dit, si après ça, les mentalités ne changent pas, qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient un corps et que personne ne pouvait les contraindre à faire un acte qu'ils refusaient, mais malheureusement, ce changement n'a pas perduré. Rien n'est moins évident, la Karima, parce que parfois on marche sur la tête. Parfois, celles et ceux qui défendent le droit à la vie sont les mêmes qui défendent la peine de mort, le maintien de la peine de mort. Absolument. Donc là, on est parfois sur des anomalies qui sont assez... la vie, hein. Moi, je trouve que nous sommes pro-life, mais nous ne défendons pas uniquement la vie in utero. Nous, on défend la vie en général. On défend la vie de cette femme. On défend la vie de cet enfant à naître. Et nous voulons qu'il soit désiré. Et c'est ça la vraie vie. C'est pas la vie, une vie potentielle in utero qui ne. Nous défendons la vraie vie, je pense. Exactement ça, bravo. On ouvre encore la parole à la salle, à l'assistance, parce que c'est une grande salle. Personne n'a un point de vue particulier à formuler, une question, peut-être quand je dis que le débat est passé, enfin il a tout balayé, le social, le sociétal, le médical, le religieux. Dans un but non lucratif. Il faut bien préciser ça. Non, mais ça Il peut faut être préciser lucratif ou encore pas des lucratif. grossesses incestables. Oui, lucratif ou pas lucratif. De toute façon, vous savez, tout ce qui est clandestin coûte cher. C'est normal, parce qu'ils prennent un risque. Prenez un paquet de cigarettes qui fait maintenant 30 dirhams, rendez-le clandestin, il va coûter 300 dirhams ou 500 dirhams. C'est normal, tout ce qui est clandestin coûte cher. Et là, ça coûte cher. Et beaucoup de cabinets, oui, pratiquent l'avortement. Oui, c'est heureusement qu'ils sont là, il faut dire aussi, parce que ils vont aller, ces personnes-là vont aller se faire avorter dans de mauvaises conditions, et qui vont en pâtir, soit avoir une morbidité grave, soit peut-être en mourir. Donc oui, mais il y a le côté lucratif peut-être, mais parce qu'ils prennent des risques. Mais si véritablement ils pouvaient le faire dans un... Moi, ce que je dis, je veux qu'on le fasse dans un hôpital ou dans une clinique, mais ça serait un simple, dans notre jargon médical, un simple K30. Un K30 coûterait 1000 dirhams maximum, alors que maintenant l'avortement va à 5, 6 000, 10 000 dirhams pour qu'une femme puisse être sauvée et puisse se débarrasser de cette maudite grossesse. Donc véritablement, c'est malheureux. On voit qu'il y a toutes les conséquences désastreuses des grossesses non désirées. Les conséquences désastreuses, c'est
l'avortement avec ses conséquences dont j'ai cité et ses complications, et dans le livre, vous allez voir des témoignages que j'ai vécu de femmes qui se sont faites avorter clandestinement et qu'est-ce qu'elles ont subi. Il y a celles qui vont vers le suicide. J'ai vu beaucoup de jeunes filles en tentative de suicide et qui, malheureusement, quand on les a examinées, on a trouvé qu'elles étaient enceintes. Les jeunes filles qui sont jetées dans la rue par leurs parents quand ils ont appris qu'elles étaient enceintes. Les crimes d'honneur, ils existent encore au Maroc. Les crimes d'honneur existent. Des jeunes filles qui ont été tuées par leur père ou par leurs frères parce qu'elles étaient enceintes. Il y a les médecins qui sont en prison actuellement. On a des médecins actuellement en prison parce qu'ils ont pratiqué l'avortement. Et enfin, ce qui est encore plus grave que tout ce que j'ai dit, c'est les enfants qui soient tués, donc les infanticides, ou bien les enfants abandonnés soit dans les orphelinats, soit dans les rues. Et nous voyons malheureusement ce paysage que l'on voit dans les carrefours où de jeunes ou des garçons ou des filles à 8, 9 ans, 10 ans sont en train de mendier, ils n'ont absolument aucune éducation, aucune santé, rien. Que voulez-vous attendre de ces enfants qui ont une haine pour leurs parents qui les ont abandonnés et une haine pour cette société qui les a abandonnés aussi? Qu'allons-nous attendre de ces enfants pour l'avenir? Ça va être véritablement de véritables dangers pour eux-mêmes et pour la société. C'est malheureux à dire, hein. Sauf exception, bien entendu, qu'il doit y avoir des exceptions. Oui, s'il vous plaît. Vous avez consulté les religieux et des théologiens. Quelle est leur position? Qu'est-ce qu'ils disent et sur quoi ils se basent? Sur le Coran, sur quoi Écoutez, leur interprétation. Je ne sais pas si vous avez regardé d'ailleurs c'est par lequel le documentaire par lequel le scandale arriva. C'était en 2014 où nous avons fait une grande envoyé spécial de France 2 qui était venu à l'hôpital puisque j'étais chef de service au niveau du CHU de Rabat. Nous avons fait un grand documentaire de 45 minutes, envoyé spécial de France 2. Et suite à ça, ça a fait un bruit dingue. Tout le monde, c'était... Et votre question, c'était, vous m'avez dit... Oui, alors, et dans ce documentaire, il y a une grande personnalité religieuse qui était Moulay Ahmed al-Khamlichi, qui est Boudir Dar Hadith al-Hassaniya, qui a bien dit, et il a dit, il n'y a rien qui autorise, il n'y a rien qui interdit. Rien, et c'est vrai, quand on va chercher dans le Coran ou dans le Hadith ou il n'y a rien qui parle d'avortement. Rien. Si je peux me permettre, je peux donner deux. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أولادكم, vos enfants. Il dit pas vos embryons, ne tuez pas vos embryons. Il dit أولادكم خشية إملاق. Alors, on ne parle pas d'enfants, et il n'y a rien qui dit n'avortez pas. Et il dit لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Ça, c'est les deux seuls nefs, là encore. De quel nefs on parle? Nefs, on est nefs, c'est de nos fausses, c'est cette nefs. Pour moi, c'est comme ça. Mais chacun peut interpréter la chose. On l'interprète par l'âme. Mais l'âme, là encore, qui sait quand est-ce que l'âme est inscrite dans la personne, dans l'être humain? Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien, mais il y a des interprétations. Il y a ceux qui sont complètement contre, il y a ceux qui sont très modérés, mais la majorité sont quand même modérés. C'est que quand il y a le haja ou le daroura, le haja, on peut aller jusqu'à 4 mois. Le haja jusqu'à 2 mois. Le daroura jusqu'à 4 mois, on peut aller jusqu'à l'avortement. Merci. On a fait beaucoup de débats, beaucoup de conférences et beaucoup de débats en 2015, puisque après l'intervention de Sa Majesté, bien sûr, alors là, on a fait des centaines de débats, mais alors avec tous les courants islamiques.
les salafistes, les wahhabistes, tout ce que vous voulez mais il n'y en avait pas qui étaient vraiment farouchement et catégoriquement contre. Ils étaient relativement ouverts à la question. Je dis bien relativement. Les malformations fœtales, bien sûr, comme... Non, il n'y a rien, il n'y a pas de texte en cas de malformation fœtale, il n'y a rien dans le Coran ou dans le hadith qui parle de l'avortement. Rien, absolument rien du tout. Rien. Donc, on n'en parle pas. Alors, les médecins se retrouvent devant parfois des dilemmes. Petit passage assez poignant du livre, là où où tu narres les différents cas. Donc, c'est celui d'une femme qui est venue pour mettre fin à une grossesse non désirée. Je lui ai expliqué que la loi n'autorisait l'avortement que si la vie ou la santé de la femme était en danger. D'accord, me répondit-elle. Je vais donc aller intenter à ma vie pour que vous puissiez intervenir. L'après-midi même, elle revient aux urgences avec une hémorragie grave suite à l'introduction d'une aiguille à tricoter dans son utérus. Maintenant, me dit-elle, vous pouvez m'aider. Alors les médecins, comment ils se retrouvent dans ce dilemme entre non-assistance à personne en danger, je ne connais pas les termes techniques, je ne suis pas médecin, mais elle est en danger, donc s'il ne lui prête pas assistance, il peut être poursuivi, le médecin peut être poursuivi, mais s'il lui prête assistance, il sera poursuivi quand même. L'ordre des médecins, il bouge pas? C'est absolument absurde, oui, tout à fait, parce que c'est vrai, il y a des femmes qui arrivent carrément en hémorragie, effectivement, parce qu'elles font soit une fausse couche spontanée, soit qu'elles ont été effectivement tentées de se faire avorter. Elles arrivent en hémorragie, donc le médecin doit les assister, doit terminer l'acte, mais il peut aller en prison, oui, mais non, tu as fait. Parce que normalement, on dit que quand vous voulez arrêter une grossesse, il faut d'abord le consentement du mari et il faut aviser le médecin-chef de la préfecture. La femme a le temps de mourir et d'aller en cimetière avant qu'on puisse lui faire son avortement. Donc, c'est complètement ridicule de, effectivement, non-assistance. Si je dis, ah non, moi je peux pas la toucher alors qu'elle est en train de saigner, elle est en train de se vider de son sang, ou bien, je fais l'acte, et à ce moment-là, on va tomber dessus. Pourquoi tu as fait l'acte? Tu n'avais pas le droit de faire là. Et encore, on ne croit pas le médecin qui dit elle est venue en hémorragie. Ils disent non, tu l'as avorté. Tu as fait l'avortement, donc tu vas en tôle. Et ça, je trouve ça complètement... C'est malheureux, mais comme tu dis, c'est Aziz, il faut que les médecins se soulèvent. Il faut qu'ils s'indignent. Il faut qu'ils se soulèvent. Et que disent, c'est pas possible, on peut pas. D'ailleurs, souvent je dis ça. J'ai dit, les médecins, arrêtez tous de faire l'avortement. Et vous allez voir qu'ils vont venir supplier pour que l'avortement soit fait. Parce qu'ils vont voir tout ce qu'il y a comme conséquence en rapport avec l'avortement clandestin ou avec celle qui n'arrive pas à se faire avorter et qui va enfanter d'un enfant qu'elle va jeter dans les rues. Donc arrêtez et vous verrez que on va venir nous supplier de faire les avortements. Mais bon, malheureusement, il faut qu'il y ait une solidarité entre tout le monde pour que les choses puissent se faire. Mais il n'y a pas assez de solidarité. Il y a un cas qui est assez intéressant. Il faut trouver des solutions, il faut avancer, il faut trouver des solutions. Apparemment, on patauge, on patine, on piétine et on fait du surplace. Le cas d'Israël, je le dis encore, le cas d'Israël est intéressant. Question à toi, la Kalima. L'avortement a été autorisé après approbation d'un comité d'experts médicaux et sociaux pour la femme non mariée âgée de 17 à 40 ans. Bon, avant 17 et après 40 ans, je crois que la situation est claire, mais entre 17 et 40 ans, mettre des comités sociaux, des comités médicaux qui seraient là et qui discuteraient et qui prendraient une décision, qui aideraient à prendre la décision. Apparemment, tu m'as dit que ça a évolué, mais déjà, c'est une idée, c'est un bon départ pour traiter au cas par cas. Ben, s'il le faut, ça prendra du temps, mais ça sauvera des gens. Non, mais je suis bien d'accord, même professeur Chalabi a proposé qu'il y ait des études au cas par cas des comités. Mais encore une fois, ces comités ont été annulés en Israël et l'avortement a été totalement libéralisé. Pourquoi? Parce que les femmes, lorsque elles passent devant ces comités d'éthique, elles ont fait part de leur humiliation. Pourquoi moi, en tant que femme, je dois m'expliquer sur le choix que je dois faire et en fait que ma décision, la décision soit prise soit un médecin, soit par un médecin, soit par un juge, soit par un comité élu sur c'est totalement aberrant et en plus
très, très humiliant pour la femme. Vous vous rendez compte, vous êtes une personne, une citoyenne à part entière, vous êtes, je sais pas, vous pouvez être professeur, je vais prendre mon exemple, vous êtes professeur et vous tombez enceinte accidentellement ou et il y a quelqu'un qui doit prendre la décision pour vous, c'est-à-dire qu'on vous refuse l'intégrité, pardon, on vous refuse l'intégrité intellectuelle pour prendre la décision sur votre corps. Ça a été enlevé récemment parce que les femmes se sont rebellées, elles ont refusé, elles ont dit non, stop. Bah, s'il faut passer déjà par ce stade pour essayer pour en arriver Et après à oui, l'abolition mais de vous ça, savez- ça reste déjà une évolution. Parce que Vous savez, Madame Walou. si vous savez si la loi change, comme on l'espère tous, avec un amendement, etc., c'est-à-dire que dans 10 ans, on va devoir encore réfléchir sur la manière, parce que la façon dont a été rédiger la nouvelle mouture de la loi, c'est-à-dire que il faut soit l'autorisation du mari, ça on s'en sépare jamais, soit l'autorisation d'un juge, soit l'autorisation d'un médecin pour pouvoir avoir accès à l'avortement. Et la femme dans tout cela, c'est elle qui subit la grossesse, c'est elle qui accouche et c'est elle qui éduque. Et elle, son avis, on n'en tient pas compte. C'est pour ça que je dis cette loi-là qui va sortir, peut-être, j'ai envie de partager l'optimisme du professeur Chalabi. Elle sera impraticable sur le terrain parce que le temps que le juge dit effectivement c'est un viol et qui donne l'autorisation d'avorter, le temps judiciaire n'est pas le temps de la grossesse. L'enfant, il aura 4 ans. Donc, à quoi bon? Et l'inceste. Alors, pire, l'inceste. La personne n'a pas envie de porter plainte contre son frère, son cousin ou un membre de sa famille, ce que je peux totalement comprendre. D'accord? Mais c'est doublement la pénaliser que de l'obliger à porter le fruit de cet inceste. Alors que si l'accès était libre, elle fait l'avortement et puis elle n'est pas obligée de porter plainte contre la personne parce que c'est son père, parce qu'il y a de l'amour, parce que voilà. Exactement. Donc ce sont des lois qui vont exister et qui seront tellement compliquées que impraticables sur le terrain que franchement, moi je préfère une loi où c'est la femme qui décide parce que c'est elle qui a le dernier mot. Alors, dernière question, c'est Ali. Alors, je voulais juste revenir justement sur, il y a un combat au niveau associatif, et on l'a bien compris, sans portage politique, sans engagement de la part de nos politiques pour que le débat soit au niveau du Parlement, pour que les choses avancent bien, on ne pourra pas aller très très loin. Moi, je me dis, on est quelque part dans un momentum où il y a une majorité très très serrée. Il y a des partis qui ont une orientation libérale. Pour vous, qu'est-ce qui empêche pour que les choses avancent très vite? Parce que je ne sais pas, est-ce que cette fenêtre s'ouvrira par la suite ou pas, ou sinon on va se retrouver, comme vous avez dit, à attendre 20 ans, 30 ans pour qu'on puisse vraiment accélérer les choses. Parce qu'à un moment donné, le temps, il est important et... Ali, tu as dit une majorité très serrée. Au contraire, elle est très large. Ah, large, c'est ce que tu voulais dire. Voilà, Voilà, c'est ils plutôt une majorité ils ont les large. 2 tiers du Parlement, ils caracolent, ils font ce qu'ils veulent. C'est clair. Ouais. S'ils veulent. Mais juste pour répondre à votre question, si vous voyez l'histoire du féminisme dans tous les pays du monde, ce ne sont jamais les partis politiques qui ont ramené les droits des femmes. Ce sont les mouvements associatifs qui ont fait pression sur les partis politiques pour... Et tant qu'on ne fera pas pression, et quand je dis milieu associatif, effectivement, c'est bien d'être dans une association, mais aussi c'est bien de militer même en dehors des associations. Et lorsqu'il y a une manifestation qui est prévue, il ne s'agit pas de mettre un like sur Facebook en disant « ouais, super, on va... » C'est « j'aime, voilà, j'aime ». Il faut aimer sur le terrain, il faut venir. Quand vous dites que vous êtes engagé, il faut venir sur le terrain. Il faut battre le pavé. On va pas nous donner nos droits facilement. Vous croyez pas qu'on va vous les donner? Le droit, ça se prend. La liberté, ça se prend. Et on va pas vous après des millénaires de patriarcat, on va pas s'attendre qu'à ce qu'on vous offre sur le plateau, mesdames, venez, où effectivement, on s'excuse pour ces années de patriarcat, mais on va vous les donner. Non. Liberté s'arrache. S'arrache, exactement. Véritablement. Et donc, oui, il faut l'arracher. Mais on est quand même optimiste, je dis encore optimiste, avec le nouveau gouvernement qui a une large majorité,
qui est constitué du PAM Erini, qui m'a toujours promis qu'ils allaient faire. Je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus en ce moment. Je sais que beaucoup de partis travaillent là-dessus. Même le Circlel travaille là-dessus. Donc, il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Voilà, ça, je suis absolument persuadé. C'est peut-être mon côté optimiste, mais vraiment, il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Alors, merci, si Shafer. Merci, la Kalima. Merci à vous aussi d'avoir été là. Je vous conseille donc encore une fois de lire ce bouquin parce que pour celles et ceux qui savent, eh ben, ils savent, ils vont préciser. Pour celles et ceux qui savent pas, ils pourront faire le tour de la question véritablement en peu de temps, mais d'une manière véritablement exhaustive. J'ai été véritablement surpris par ça. Merci encore. Merci à vous deux. Merci à toutes. Merci à tous. Merci.